Le cas que nous vous présentons aujourd'hui est consacré à la détection et à la résolution d'un cas de burn-out. Donc le contexte du cas est en fait celui d'une agence commerciale locale au sein d'un groupe de dimension nationale avec une activité de consultant. Il concerne une collaboratrice jeune, performante, prometteuse qui se plaint beaucoup de son manager. Elle montre des signes de fragilité inquiétants, beaucoup de réactions émotionnelles, de nombreux arrêts de travail à répétition, tout en étant fortement impliquée dans son travail, ce qui donne lieu à des craintes et des interrogations de la part de la DRH, qui se demande jusqu'où ça peut aller. Nous allons commencer par identifier les personnes impliquées en fait dans cette situation. Alors, nous avons le manager, que nous avons appelé Maxime, et sa collaboratrice qui se prénomme Laetitia et qui est consultante. Nous avons la DRH qui est localisée sur un autre site et donc qui a peu de contact en fait avec l'agence directement et qui a une faible visibilité sur cette situation. Il y a également le médecin du travail qui est externe à l'entreprise, plutôt éloigné, sans contact direct avec la DRH, et qui recueille les plaintes et qui signe les inaptitudes de travail entraînant les arrêts de travail. Donc il y a, du point de vue de la DRH, elle perçoit la situation ainsi. Elle reçoit des plaintes, comme on l'a dit, du directeur d'agence à propos d'une collaboratrice qu'il trouve lui-même impliquée et performante, certes, mais qu'il trouve très critique, vindicative et émotionnellement instable. Parallèlement, la DRH reçoit une alerte du médecin du travail sur une situation conflictuelle entre les deux. Et elle-même doute sur l'évaluation de la situation et des risques associés, notamment en termes des risques psychosociaux. Donc il y a plusieurs sujets de tension en fait entre ces deux protagonistes et nous avons choisi d'éclairer en particulier l'un d'entre eux dont la mécanique est emblématique de leur relation. Il s'agit du moment où l'agence et le manager en particulier s'organisent pour mener à bien une prospection commerciale. Et donc du côté de Laetitia, la collaboratrice, à chaque nouvelle prospection commerciale, elle espère le statut de chef de projet. Le manager, lui, comme vous l'avez vu, son nom d'emprunt est permissif et donc a un mode de management plutôt démocratique, plutôt copain. Et donc lui, il préfère agir et solliciter l'esprit d'équipe et en demandant à l'équipe d'être solidaire, flexible pour séduire au mieux le prospect. Et pour cela, vis-à-vis du client, il n'hésite pas à présenter cette consultante comme un membre clé et permanent. Il la traite comme telle auprès de l'équipe, mais jamais il ne lui donne le statut de chef de projet. De son côté, la collaboratrice consultante critique beaucoup la stratégie du directeur sur la façon d'organiser la prospection. Elle propose des façons alternatives le plus souvent et parlemente beaucoup avec son manager. Le manager, toujours soucieux de garder un bon niveau de relation, va justifier ses décisions, essayer de lui faire entendre raison par rapport à ses choix. Elle va finir par accepter, entre guillemets, des compromis que nous verrons un peu plus tard qui sont assez inacceptables pour elle, mais pourtant elle prend sur elle. Elle accepte de continuer à être opérationnelle sans avoir le statut convoité, ou même, dans un aspect plus anecdotique sur ce cas-là, de gonfler son CV à la demande du manager pour que toute cette proposition soit plus alléchante auprès du client. Mais, en fait, parallèlement à ça, au-delà du compromis apparent qu'elle fait, elle continue à parlementer, de justifier son point de vue et même de parler d'injustice par rapport à cette situation et ce traitement. Donc le manager se plaint de l'insistance de sa collaboratrice et dénonce ce qui devient rituel un petit peu chez elle, son avidité de reconnaissance.
À force, elle finit par perdre son sang-froid, elle se démotive, elle s'effondre et cela donne lieu à de nombreux arrêts de travail. Et in fine, le manager évoque sa fragilité en évoquant ses débordements émotionnels et puis un état dépressif un peu récurrent. Voilà, donc d'un côté, on a une collaboratrice qui a l'impression, en tout cas, et la perception réelle d'être victime d'un incompétent, et de l'autre, un manager qui trouve sa collaboratrice certes compétente, mais plutôt menaçante, en fait, au niveau de son autorité. Voilà. Donc, ce que nous montre, en fait, cette boucle relationnelle conflictuelle, c'est une sorte d'escalade symétrique, en fait, qui est centrée sur un enjeu de reconnaissance. Alors, d'un côté, il y a l'enjeu de la reconnaissance de la compétence, du professionnalisme de la part de Laetitia. Et puis de l'autre côté, il y a un enjeu de reconnaissance de l'autorité de la part du manager. Donc chacun d'eux tente de résoudre à leur manière, en fait, ou à sa manière, le différend qu'il y a entre eux, et même le conflit qu'il y a entre eux, puisqu'il est plutôt conflictuel. Et chacun se critique, chacun se justifie de manière en fait récurrente. Or, nous savons tous que se justifier, c'est paraître coupable. Et ça ne permet en rien d'apaiser une situation conflictuelle quand les émotions sont exacerbées, comme c'était le cas, évidemment, dans ce cas. Donc, face aux plaintes et aux alertes, la DRH décide de confier une intervention à l'acte à titre préventif. Et la mission va consister en fait en une première phase d'un diagnostic stratégique et ensuite d'une intervention qui aura lieu auprès de la personne la plus mobilisable, en fait, celle qui souffre le plus et qui souhaite que la situation change le plus. Et il se trouve que, évidemment, là, c'est la collaboratrice. Cette intervention, en fait, va consister en un coaching individuel. Et les données et la manière dont ça s'est passé, en fait, c'est passé sur 7 entretiens, dont 6 par téléphone. Donc pour aller plus loin dans la compréhension de la résolution de ce problème, cette boucle relationnelle du conflit que je viens de vous décrire va nous permettre de définir un concept clé de notre approche et que nous illustrerons après avec le cas de Laetitia. Donc ce concept, c'est celui des tentatives de solution. Les tentatives de solution, ce sont les solutions mises en place par la personne ayant le problème et ou par les personnes impliquées dans le système pour résoudre ce problème. Mais si ces tentatives sont dysfonctionnelles, alors elles maintiennent et exacerbent involontairement le problème au lieu de le résoudre. Donc on pourrait utiliser l'image, en fait, c'est comme si quelqu'un essayait d'éteindre le feu avec une bouteille d'alcool à brûler, par exemple, en pensant très sincèrement qu'il s'agit d'eau. Et donc, on peut voir ici que les ressources qui sont précieuses généralement pour les collaborateurs, ils sont généralement reconnus pour certaines de leurs ressources, eh bien, utilisées de manière un peu rigide ou inappropriée, peuvent devenir des limites, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Laetitia? Quelles sont ces tentatives de solution? Alors, premièrement, par rapport à son travail, par rapport à la situation, elle cherche vraiment à être parfaite pour obtenir une reconnaissance, pour obtenir ce statut de chef de projet. Et c'est une sorte de stratégie opérationnelle, mais qu'elle applique de manière très rigide, en fait, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Elle peut être persuadée, en fait, que c'est la meilleure stratégie à tenir et ne pas pouvoir faire autrement aussi. Et ce qui représente pour elle une contrainte qui va la condamner à toujours faire plus dans cette direction et toujours à être de plus en plus parfaite. Alors un deuxième point aussi, c'est qu'elle veut convaincre son directeur. Elle n'hésite pas à le faire en tête à tête avec lui et elle n'hésite pas aussi à le faire avec l'équipe, devant l'équipe. Et ça n'est pas toujours du goût, évidemment, de son manager, on peut le comprendre aisément.
Alors, troisième point, elle se plaint de l'injustice de sa situation. Donc, elle n'hésite pas à expliquer, à argumenter, à démontrer, aussi bien à son directeur à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Ça peut être juste avant une petite réunion, ça peut être juste après ou au moment du café. Elle n'hésite pas, en tout cas, à monter au créneau à chaque fois. Et puis, auprès de ses collègues également, avec qui elle en parle beaucoup et qui viennent la conforter dans cette position. Et puis, quatrième point qu'on peut souligner, c'est qu'elle fait aussi des compromis. On a dit tout à l'heure qu'elle les acceptait, en fait, elle les accepte, mais ces compromis sont insupportables pour elle, en fait. Et elle continue à donner le meilleur d'elle-même, en fait, sans avoir le statut qu'elle a demandé ou qu'elle souhaite. Et donc, toutes ces tentatives de solution vont l'amener, malgré elle, en fait, dans un piège. Donc, on va voir ici que cette consultante, elle a des attentes et elle a un espoir très élevé qui sur le papier peut paraître accessible, puisqu'elle est jeune, elle est douée, elle apprend vite, elle est zélée, et donc elle aspire assez naturellement, en tout cas de son point de vue, à un statut de chef de projet. Il se trouve que dans la configuration dans laquelle elle est, cet objectif n'est pas immédiatement accessible. Alors elle va mettre en place sa stratégie, qui est une sorte de croyance, on pourrait dire, qui dit je sais ce qu'il faut faire pour réussir et je le fais. Et elle va mettre en place cette stratégie de manière systématique, en fait, avec rigidité. Elle est vraiment convaincue de son bon droit et de son bien fondé par rapport à ses propres règles qui font loi à ses yeux. Et elle insiste au point de vouloir vraiment convaincre tout le monde et elle ne se rend pas forcément compte qu'elle va jusqu'à parfois disqualifier l'autorité, évidemment, managériale. Et du coup, elle n'obtient pas ce qu'elle demande et elle rencontre évidemment la déception mêlée de rage, d'incompréhension qui nourrit un très fort sentiment d'injustice. Et donc cette frustration, elle va donner lieu à tout un jeu de plaintes, des plaintes qu'elle va adresser à ses collègues, des plaintes qu'elle va adresser aux médecins du travail, des plaintes qu'elle va adresser au directeur. Et tout ce jeu de plaintes va avoir pour effet finalement de la conforter dans sa position de victime et malgré elle finalement de relancer l'espoir que si cette fois-ci elle n'est pas réussie, la prochaine fois elle va y arriver. Et donc le niveau d'attente a tendance à augmenter finalement à chaque nouvelle déception. Et elle va repartir finalement, puisque son espoir est renourri et relancé, elle va remettre en place sa stratégie de manière toujours rigide et évidemment, elle va augmenter aussi ses chances de désillusion puisque elle ne va pas pouvoir obtenir gain de cause. Donc on voit là que des attentes de plus en plus élevées, une stratégie de plus en plus rigide et qui n'est pas remise en question par elle à ce moment-là, des désillusions toujours plus grandes vont finir par créer une sorte de non-sens de la situation qui va renforcer encore plus ses attentes et qui va l'entraîner finalement dans un cercle vicieux et elle va se retrouver telle Sisyphe en fait, à s'épuiser dans une quête sans fin et où elle va être prise elle-même dans un cocktail on pourrait appeler de réactions émotionnelles de plus en plus ingérables en fait, jusqu'à l'épuisement. Voilà. Donc, une fois identifié ce piège, évidemment, alors notre diagnostic opératoire qui a été donc fait à la suite de la rencontre des deux protagonistes, en fait, eh bien, on identifie assez clairement qu'il y a une problématique relationnelle, évidemment, entre ces deux protagonistes, dont l'un est en train de s'épuiser, on aurait envie de dire, plus vite que l'autre, parce que les deux sont assez éprouvés par la situation, mais il y en a une qui souffre vraiment et qui donne l'alarme, finalement. Alors, du côté du manager, évidemment, Maxime, il ne montre pas assez son autorité en fait. En bon copain ou permissif qu'il est, il cherche vraiment à faire en sorte que ça se passe bien, il se justifie beaucoup, il va déléguer aussi son autorité dans certains cas, par exemple vis-à-vis du client, c'est-à-dire il va donner au client le pouvoir de choisir lui-même le chef de projet, ce que l'équipe évidemment ne vit pas facilement. Et puis, il va aussi réguler assez difficilement la contestation finalement. Donc lui, il a en gros
un vrai problème pour montrer son autorité. Mais il n'est pas tellement client d'un changement, à part le fait qu'il soit un peu fatigué du comportement de Laetitia. En revanche, Laetitia, elle ne voit pas qu'elle est coincée dans un conflit par un manque de stratégie relationnelle. En fait, elle persiste à être vindicative, à justifier son bon droit, elle est de manière éternelle, enfin, éternellement, on va dire, jusqu'à l'épuisement. Et elle n'en peut plus et elle veut que quelque chose change. Mais elle ne se rend pas compte, en fait, que dans son cas spécifique, alors que dans d'autres, peut-être ça marche, mais en tout cas, dans son cas et dans la configuration de l'entreprise dans laquelle elle est, et avec ce manager, le zèle n'est pas un passeport garanti pour la reconnaissance professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, on va d'abord agir sur la personne la plus mobilisable, qui a été donc Laetitia. Et la stratégie d'intervention qu'on aura mis en place, ça aurait été évidemment en premier lieu, vu le contexte émotionnel dans lequel Laetitia se trouvait, de soulager sa souffrance en fait, à travers notamment des protocoles qui vont l'aider à gérer ses émotions. Alors il y a un peu de tout comme les émotions, mais généralement dans ces cas-là, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de colère, et évidemment il y a beaucoup de peurs qui sont associées à ces situations. Et puis dans un deuxième temps, ou parallèlement d'ailleurs, parce que ça se fait en même temps, mettre en œuvre une stratégie relationnelle plus adaptée, plus souple, plus flexible en fait à sa situation, en tenant compte un peu plus finalement des réactions de son manager, donc de sortir de l'escalade symétrique et puis de remettre finalement de la complémentarité dans la relation avec son manager, comme par exemple lui montrer qu'elle le considère dans son autorité sans rien lâcher de ses positions, mais en tout cas qu'elle respecte quelque chose qu'aujourd'hui dans son comportement elle semble nier. Voilà, je vais passer à la deuxième partie et à la dernière partie de l'exposé du cas, qui va être un peu une généralisation sur le burn-out. En fait, nous venons de voir un cas où finalement tous les signes annonciateurs du burn-out étaient détectables. Cette collaboratrice était en train de s'épuiser, elle se plaignait, les arrêts de travail se succédaient à intervalles réguliers et elle avait, ce qui la caractérisait à ce moment-là, c'est qu'elle avait encore la force de se battre, même si c'était à prix fort, mais elle se battait encore. On peut trouver dans des situations de burn-out des profils différents en fait, des profils de managers qui vont se comporter différemment, pas forcément permissifs, pas forcément copains, mais peut-être plus autoritaires, peut-être plus sacrificiels. Enfin voilà, il y a plusieurs types de managers possibles ou types relationnels possibles en étant manager, et de même que le profil du collaborateur peut être sensiblement différent aussi. Mais dans les cas de burn-out, en fait, quelles que soient les configurations finalement, il y a quand même des grandes constantes dans leur mode de fonctionnement. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et tout d'abord, dans les grandes constantes, il y a un niveau d'attente et un niveau d'idéal particulièrement élevé. Et comme nous l'avons vu en fait dans le cercle vicieux que j'ai décrit tout à l'heure, en fait, ce niveau d'attente et ce niveau d'idéal s'auto-alimentent en fait en permanence. Et ils s'auto-alimentent d'autant plus que les collaborateurs ou que les gens sont affectés par des situations personnelles particulièrement difficiles dans leur vie privée. Donc il n'est pas rare de voir des gens qui traversent des difficultés relationnelles avec leurs conjoints, qui sont en phase de divorce, qui sont en phase de conflit personnel. Et donc généralement, en plus de la déception du travail, leur niveau d'attente est encore plus haut parce qu'au moins au travail, il faut que ça se passe bien. Donc il y a une dramatisation encore plus forte. En plus de ces idéaux élevés, on observe en plus un vrai déni de ses propres limites. C'est comme si on cédait à la tentation de nager vers l'horizon, comme le fait ce nageur. Or, quand on nage vers l'horizon, que se passe-t-il ? Eh bien, si nous pouvions échanger tout de suite, peut-être vous l'auriez répondu immédiatement, mais en tout cas, quand on décide de nager vers l'horizon, on court le risque important de s'épuiser et puis de couler, surtout.
Donc quand on nie ses propres limites, en fait, on n'est plus connecté à ces limites. On les entend plus, on les entend pas, ou on les entend plus. Ou quand on les entend, on peut aussi décider de les faire taire et de ne pas en tenir compte. Et quand on nie ses propres limites, généralement, on n'est pas loin de nier celles des autres, ce qui n'est pas sans risque relationnel, avec des conséquences parfois prévisibles, souvent prévisibles et parfois dommageables. Et donc nous avons vu, il y a un niveau d'idéal très élevé, un déni de ses propres limites, et du coup la confrontation avec le réel est souvent très très frustrant et nourrit cette fabrique de désillusions qu'on a décrite tout à l'heure, en entraînant de la frustration face aux contraintes du réel et qui deviennent de plus en plus pesantes. Jusqu'au moment où finalement l'environnement professionnel devient une accumulation de contraintes pénibles. Et plus il y a de contraintes et moins il y a d'espace de plaisir. Et cette succession de contraintes finit par tuer le sens du travail et surtout l'envie du travail. Alors, d'autant plus quand la vie personnelle est difficile, évidemment. Tout ça rend l'ensemble de la situation particulièrement aride. Alors, du coup, nous avons parlé tout à l'heure des tentatives de solution. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on met en place? Que mettent en place généralement les gens qui sont, sans le savoir en fait, des candidats au burn-out? Eh bien, ils vont chercher, par exemple, à éviter les jugements négatifs, à être irréprochables. En fait, on pourrait dire qu'ils cherchent à contrôler leur comportement. Alors, ils vont essayer d'anticiper, d'organiser, de maîtriser un maximum leur résultat, ce qui en soi n'est pas forcément un problème d'ailleurs, parce que généralement c'est plutôt comme ça aussi qu'on peut réussir très bien son travail. Mais quand on est malgré soi déjà impliqué, déjà entraîné dans cette boucle-là, on essaye de faire plus. Et c'est là où on voit des comportements où les gens commencent à travailler beaucoup plus, à travailler plus tard, beaucoup, le week-end, tout le temps, faire des préparations sans fin et qui commencent vraiment à montrer des signes patents. Alors évidemment, les perfectionnistes, les idéalistes ou même des gens qui sont qui sont très timides sont des candidats privilégiés pour ce type de fonctionnement. Ensuite, ils peuvent éviter, alors au sens plus large, tout à l'heure c'était des jugements négatifs, là c'est éviter des réactions négatives tout simplement. Donc là, on cherche à éviter de faire ou de dire on cherche plutôt, on cherche plutôt à faire ou dire ce qu'il faut, et donc d'anticiper l'échec, d'anticiper le refus, et de chercher à contourner tout ce qui pourrait finalement être un obstacle à la relation et à la manière dont ça se passe bien. Et là, on peut retrouver aussi des acceptations de choses qui ne conviennent pas, mais qui finalement ont le mérite d'aplanir la relation, et donc on va au-delà de ce qu'on est prêt à accepter. Il y a, comme on a vu dans le cas de Laetitia, la tentative de contrôler aussi la relation sur l'autre, pour gagner la guerre en fait, quand on est dans une escalade symétrique dans la relation. Là, on ne veut pas lâcher en fait. Avec un risque important, c'est le risque d'avoir des victoires à la Pyrrhus, où à chaque nouvelle bataille remportée, au prix fort dans le combat, on risque quand même, in fine, de perdre la guerre, et de s'épuiser dans chaque nouvelle bataille menée. Une autre tentative de solution qui est assez importante et mise en place, fréquemment mise en place dans ces situations, c'est d'éviter ou de mettre à distance ou mettre un terme à une réaction émotionnelle ingérable. Là, on essaye d'échapper à des pensées, à des souvenirs douloureux, à des sensations désagréables. On cherche à oublier l'affront, l'humiliation, la déception ou l'injustice, avec un effet court terme souvent efficace, c'est-à-dire qu'on se sent soulagé immédiatement, mais en fait la rancœur ou la difficulté reprend le dessus à moyen terme, et généralement ça continue à nourrir finalement la situation et la fatigue.
Et en dernier lieu, on peut aussi souligner qu'une des tentatives de solution est de lutter contre l'apathie dépressive, ou en tout cas la spirale dépressive. Et dans ces situations, quand on est aspiré par ce cercle vicieux qu'on a décrit, on cherche à vouloir provoquer ses désirs, ses envies. On s'efforce de ressentir ce qu'on ne ressent pas en fait. On devrait avoir envie, on devrait avoir la force. Enfin, normalement, on devrait pouvoir y arriver et on essaye de lutter contre l'apathie dépressive. Jusqu'au moment où tout ça nourrit très efficacement, malheureusement et malgré soi, une dynamique d'espoir, désillusion épuisante, jusqu'à l'épuisement total. Alors là, on a vu évidemment ce qui se passe pour celui qui lutte et qui est concerné par cette spirale. Et ces comportements sont aussi des signaux importants pour l'entourage. Et l'entourage, comme vous avez vu tout à l'heure, l'entourage est très important parce qu'il contribue aussi à la dynamique de la problématique. Et donc, généralement, dans l'entourage, quand on voit des gens s'épuiser ainsi, l'entourage est plutôt clairvoyant et ils savent que ça ne va pas durer. Et donc, lui aussi, il essaye de réagir, de raisonner, de résoudre à sa manière le problème. Et on va voir que certaines réactions type peuvent se révéler assez contre-productives et exacerber également le symptôme. Alors, le premier conseil en fait qui vient à l'esprit quand on voit quelqu'un qui commence à être surmené et à être dépassé par une situation annonciatrice d'un épuisement, c'est de le conseiller de se ménager, de se reposer, d'être raisonnable, de débrancher, comme pourrait nous suggérer l'illustration. Et en fait, cette injonction, finalement, est assez angoissante pour celui qui l'entend et puis celui qui est pris dans ce piège, en fait, qu'on a décrit. Parce qu'il est dans l'incapacité, en fait, d'en faire moins. Malgré sa volonté, il se dit lui-même qu'il faudrait qu'il se ménage, mais il n'y arrive pas. Et donc, quand quelqu'un d'autre lui dit, il n'y arrive pas non plus, et certainement pas plus. Et parfois même, il est dans l'incapacité de l'envisager, parce que sur un plan émotionnel, ou relationnel, c'est trop risqué pour lui. Et donc, il sait rationnellement que c'est important de le faire, mais il ne peut pas émotionnellement assumer, en fait. Donc, en fait, il est vraiment coincé. Alors, une autre attitude de l'entourage, c'est de donner des solutions, de trouver des solutions radicales. Alors, donner des solutions, elles sont souvent malheureusement inapplicables en l'état, et elles contribuent du coup à décourager aussi la personne qui est dans le piège, parce que même si elle y avait pensé, ou quand bien même elle n'y aurait pas pensé, elle se rend compte que même cette solution-là n'est pas applicable. Et puis aussi au niveau de l'organisation, parfois on est tenté de trouver des solutions radicales, parce que l'épuisement, le burn-out ou même une forme de dépression n'est pas rassurante et on pense que c'est un signe de fragilité extrême. Et donc on envisage très vite, ou pas systématiquement, mais souvent, des mutations. Et ce qui n'est pas un cadeau à faire aux gens qui sont en difficulté, parce qu'en plus de la difficulté qu'ils ont à gérer, ils ont après la frustration à gérer d'avoir eu à quitter malgré eux un environnement de boulot, enfin en tout cas un travail dans lequel ils avaient du plaisir à être au départ. Alors, troisième point de l'entourage, la réaction des entourages, c'est ignorer le problème. Alors, c'est vrai que c'est évident, mais c'est mieux en le disant, parce que parfois on ne pose pas de limite à une personne zélée, malgré ses plaintes, malgré les signes qu'on peut voir, et on peut justement les nier, ces signes de surmenage, ou faire l'économie de ne pas en tenir compte. Et après tout, on se dit, tant qu'il tient, il tient, et c'est vrai que ça n'aide quand même pas non plus la situation. Donc, nous voyons finalement que tout ça est un processus progressif et que malgré souvent l'impression que le burn-out survienne d'un seul coup, en fait, de manière un peu surprenante, en fait, c'est prévisible et donc c'est dépistable. Et donc, il y a des choses évidemment à faire. Alors, dans votre fonction de RH ou de manager, en fait, vous êtes amené évidemment
à identifier des situations ou à repérer des situations où vous voyez une personne particulièrement fragile ou même une équipe d'ailleurs fragilisée. Alors c'est vrai que pour faire une petite synthèse de ce qu'on a dit, en gros on essaye de repérer, soit on conseille et puis en fait on voit que c'est pas efficace, soit on fait rien mais on se rend compte que c'est pas efficace et on constate évidemment les dégâts, soit on fait un petit peu des deux, chacun son tour, et puis avant que les dégâts arrivent, on est tenté de trouver des solutions radicales, mais dans tous les cas, ça n'est jamais très efficace et très bénéfique pour celui à qui ça arrive en fait. Alors, nous, notre réponse par rapport à ça, c'est que quand, en tant que fonction RH ou en tant que manager, vous repérez une personne fragile, nous, on propose à ce moment-là de faire un diagnostic opératoire, hein, comme cela a été évoqué, présenté pour le cas de Laetitia. Et en fonction de ce résultat, et comme ça l'avait été pour Laetitia, on peut faire un coaching stratégique. Le diagnostic opératoire étant bien évidemment face à face, et le coaching également, mais comme on l'a vu pour Laetitia, il peut aussi avoir lieu par téléphone. Et vous pouvez aussi être face à une équipe fragile. Et là, je dirais que le diagnostic opératoire, le principe est le même. On va identifier toutes les personnes qui vont être impliquées. On va se rendre compte qu'en fonction du résultat, soit on peut travailler avec le manager, soit on travaille avec le manager, soit on peut travailler avec l'équipe. Ça va dépendre effectivement si le manager est très demandeur d'un travail spécifique, ou si il est dans le déni en fait, et donc l'équipe qui souffre, elle va avoir des choses à dire, on va pouvoir gérer effectivement tout l'aspect émotionnel de cette situation, et du coup on peut même allier les deux si la situation le demande. Voilà. Donc par rapport à ça, ce type d'intervention représente en fait une solution est plutôt économique en fait, à la fois en argent et en temps, parce que les interventions sont assez stratégiques et donc permettent d'avoir des résultats assez rapidement. Donc le budget moyen en fait pour une intervention individuelle va être entre 3 et 10 000 euros. Pour une intervention collective, selon la complexité et la durée de l'intervention, ça va être compris entre 500 et 2 000 euros par participant. Comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, le taux de réussite est autour de 80%. Et pour les interventions individuelles, le nombre de sessions d'intervention est maximum 10. Généralement, vous avez vu dans le cas de Laetitia, par exemple, on était à 7. Voilà, je